Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 19 décembre 2022 à 20h. Ce soir, la première séance, c'est une séance du budget, c'est une séance extraordinaire. Donc, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des prévisions budgétaires pour l'année financière 2023. En 4, adoption au programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 24 et 25. En 5, avis de motion et dépôt du règlement 21-23 sur les taux de taxation et compensation 2023. En 6, période de questions. En 7, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Fait qu'avant d'adopter le point 3, il y aura une présentation. J'ai un mot à dire, puis M. Moreau, directeur du service Finances et Trésorerie, fera sa présentation. Puis je veux souligner aussi la présence ce soir avec nous. Il y a quand même plusieurs directeurs de services qui sont ici avec nous. Fait que j'apprécie grandement le fait que vous soyez là. Dans le fond, c'est un budget qu'on a travaillé tous ensemble en équipe. Fait que c'est le fun de vous voir avec nous ce soir. Fait que bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal dédiée à la présentation des prévisions budgétaires pour la prochaine année. Plusieurs attendaient ce moment avec impatience. Le contexte économique que l'on connaît aura rendu un peu plus complexe l'exercice de planification budgétaire pour 2023. C'est mon 10e budget à titre de membre du Conseil municipal de Rivière-du-Loup, mon 2e à titre de maire, mais le premier auquel j'aurai participé avec le Conseil du début à la fin avec l'équipe de direction. Dans les dernières semaines, au fur et à mesure que se dessinaient les contours du cadre budgétaire qu'on vous présente aujourd'hui, nous savions que des choix allaient devoir être faits. Comme chaque année, nous avons travaillé très fort avec l'équipe administrative pour boucler un budget respectueux des citoyens et de leur portefeuille tout en limitant les impacts sur les services. Il faudrait avoir passé la dernière année sur la Lune pour ne pas avoir remarqué qu'il se trame actuellement des choses sur le plan économique mondial. Une simple visite à l'épicerie suffit pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de différent dans l'air. À l'aube d'une possible récession, avec une inflation croissante et des difficultés d'approvisionnement pour plusieurs biens, la table était mise pour un jeu très serré. La rareté de la main-d'œuvre dans plusieurs sphères de l'économie, conséquence directe du renversement démographique appréhendé depuis longtemps, ajoute une couche de complexité aux finances publiques. Maintenant que vous connaissez le contexte, laissez-moi vous rassurer, la situation n'est pas catastrophique. Cependant, je vais tout de suite répondre à la question que tout le monde se pose. Et oui, il y aura une hausse de taxes à Rivière-du-Loup en 2023 et elle sera plus haute que nous l'aurions voulu. La bonne nouvelle, c'est qu'elle se situe dans la moyenne des autres villes, sous le niveau de l'indice des prêts à la consommation, l'IPC, qui se situe en octobre dernier à 6,9 %. Cependant, avant de vous donner plus de détails, je veux profiter de l'occasion pour amener une réflexion que je souhaite collective. Le fait est que les municipalités du Québec ont des revenus limités comparativement au gouvernement fédéral et provincial. Pour offrir des services de qualité, nous devons compter sur des revenus dont la majeure partie provient de la taxation, ce qui revient à dire que nous sommes fortement dépendants de la vigueur du marché immobilier. Pendant qu'à Québec et à Ottawa, les ministres des Finances proposent des budgets avec des surplus importants, les municipalités pâtissent d'un déséquilibre fiscal qui affecte la qualité des services que nous offrons. Comme le mentionnait avec justesse ma collègue Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, les gouvernements provincial et fédéral ont vu leurs revenus augmenter respectivement de 10,5 à 30,6 % dans la dernière année, et ce sans augmenter les taxes à la consommation et les impôts sur le revenu. De plus, bien qu'ils aient dégagé des surplus, notamment grâce à la vigueur de la reprise économique et à leur placement, la loi permet au gouvernement d'enregistrer des déficits, ce qui est toutefois interdit aux municipalités. Les municipalités qui, par ailleurs, se voient confier continuellement de nouvelles responsabilités légales et réglementaires, sans les ressources qui devraient venir avec, eh bien, les municipalités sont prises dans un étau. Le citron ne peut plus être pressé, il est complètement à sec. Il est grand temps que les gouvernements négocient avec les municipalités pour une fiscalité municipale juste et équitable. Le système de taxation foncière, principale source de financement des municipalités, date de plus de 200 ans. Il a été établi alors que les municipalités rendaient des services exclusivement aux propriétés, en eau, en égouts, en déneigement, en matière résiduelle. Dans un monde moderne, les villes rendent des services à tous les citoyens, pas juste aux propriétaires et aux commerçants. En plus, nous sommes actifs dans une multitude de secteurs, que ce soit les loisirs, la sécurité publique, le logement, l'aménagement, etc. Je joins donc ma voix à mon collègue Guy Caron, maire de Rimouski, ainsi qu'à tous les maires et toutes les mairesses qui siègent à la table de l'UMQ pour réclamer au nom de la santé de nos villes, de nos villages, de nos régions, des changements structurants en matière de fiscalité. Par ailleurs, nous le réclamons depuis longtemps, les programmes de subventions gouvernementaux, loin d'être
flexible devrait être bonifié pour répondre à 3 enjeux fondamentaux. Premièrement, la forte pression inflationniste qui pousse à la hausse et rapidement le coût global des projets d'infrastructure pour lesquels des subventions étaient accordées avant la pandémie. La topographie de notre ville ou des conduites d'eau ou d'égouts coûte passablement plus cher à changer dans une côte que sur le planche. La situation géographique et économique de Rivière-du-Loup en tant que ville-centre du KRTB, qui doit offrir des services à de nombreux résidents des environs, lesquels sont toutefois financés par un nombre limité de contribuables ou parivois déjà fortement sollicités. Demande donc l'aide de nos députés pour porter nos préoccupations à Québec et à Ottawa et trouver des solutions durables tous ensemble. Ceci étant dit, revenons à notre budget. Il y a une donnée importante qui a dû être prise en compte dans sa préparation et que je dois le rappeler pour le bénéfice de tous. Cet automne, un nouveau rôle d'évaluation a été déposé. L'exercice, on doit le rappeler, est une obligation légale. Une municipalité n'augmente pas l'évaluation des propriétés quand elle le souhaite. L'exercice se fait tous les 3 ans et est réalisé par une firme externe spécialisée en évaluation foncière. D'ailleurs, les propriétaires qui aimeraient prendre connaissance des informations relatives à l'évaluation municipale de leur propriété pour l'exercice 2023 à 2025, c'est possible de le faire dès maintenant sur le site de la Ville. Les données sont déjà disponibles en ligne dans le portail citoyen accessible au villerdl.ca. Un avis sera également ajouté à l'enveloppe du compte de taxe municipale qui sera envoyé en janvier prochain. Lorsqu'un nouveau rôle est déposé, la valeur des propriétés est établie selon différents facteurs et se base sur une date de référence au marché pour tenir compte de la demande à un moment précis, assurant ainsi l'équité dans le calcul envers toutes les propriétés. La date de référence pour le rôle d'évaluation 23, 24 et 25 est le 1er juillet 2021. Incidemment, plusieurs seront surpris de constater une hausse considérable de la valeur de leur propriété qui peut même parfois dépasser le 30 % dans certains cas. La moyenne est toutefois une hausse de 17 %. On se souvient que le marché immobilier était à l'été 2021 à un sommet, stimulé par une forte demande pour les propriétés résidentielles, un nombre d'inscriptions assez bas dans la région et des taux d'intérêt hypothécaires au plancher. Par ailleurs, la vigueur de la reprise économique post-pandémique a dépassé les attentes dans certains secteurs, contribuant à hausser les valeurs des propriétés sur le territoire de la Ville. Par contre, il faut préciser que, fort heureusement, le taux de taxation n'est pas directement proportionnel à la hausse des valeurs des propriétés. Lorsqu'il y a une hausse des valeurs, nous pouvons ajuster à la baisse les taux de taxation, toutes les catégories confondues, pour que les revenus de taxation correspondent aux prévisions sans plus étouffer les citoyens. C'est précisément ce que nous allons faire en 2023. Par contre, la hausse marquée de certaines de nos dépenses nous pousse quand même à devoir relever les taxes. Il suffit de donner quelques exemples assez éloquents pour comprendre. Le nouveau contrat de déneigement, 22 à 27, une hausse de 82 %, à peu près 1 million de plus. La hausse des taux d'intérêt sur la dette combinée à un accroissement des emprunts pour financer les grands projets d'IMMO porte le paiement exigible à 2 436 000 l'an prochain, c'est-à-dire en 2023, comparativement à 1 132 000 en 2022. L'impact des règlements d'emprunt nécessaires au financement des 4 grands projets d'infrastructure que sont la nouvelle caserne incendie, la bibliothèque municipale rénovée et agrandie, la mise à niveau et l'ajout d'une glace olympique au stade de la Cité des Jeunes, l'augmentation de la capacité des traitements des étangs aérés pour le traitement des eaux usées. Bien malin celui ou celle qui aurait pu prévoir de telles hausses aussi rapides. Même le gouverneur de la Banque du Canada disait croire il y a à peine 18 mois que les taux d'intérêt seront bas et ce pour longtemps. Au chapitre des bonnes nouvelles, notons qu'une partie de ces hausses substantielles pourrait être absorbée par les surplus cumulés. Un effort de rationalisation des dépenses et des projets demeurait toutefois nécessaire. J'aimerais justement profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des gestionnaires de la Ville qui ont fait un maximum pour optimiser le budget en limitant autant que possible les impacts sur le service à la population. Parmi les nombreux efforts de rationalisation, on note, premièrement, le report de la construction de la passerelle piétonnière entre le parc des Chutes et de la Croix, le report de l'installation de nouveaux panneaux d'affichage directionnel, la mise sur la glace de la conversion du 59 rue Hôtel de Ville, l'anciennement le marché ici à côté, marché Centre-Ville, en bureau administratif pour le service du greffe et des affaires juridiques. En 4, la réalisation d'un plan d'intervention pour les bâtiments municipaux, le gel de l'enveloppe d'entretien des parcs et espaces verts, ainsi que l'entretien ménager des bâtiments municipaux. Diminution de l'enveloppe réservée au pavage des rues, qui passe de 2,2 millions à 1,2 million. Qu'on se comprenne bien, dans une municipalité, du gras, il n'y en a pas. Inutile donc de penser sabrer dans les dépenses superflues parce que c'est un mythe. On peut pelleter par en avant des projets ou des travaux, mais il faudra bien les faire un jour. C'est pourquoi il faut demeurer très prudent lorsqu'on fait ce genre d'exercice. Si on doit diminuer notre niveau de dépenses, cela implique malheureusement une diminution des services.
Les diminuer sans altérer leur qualité est exigeant, mais je crois qu'on a réussi à le faire. Avec un indice des prêts à la consommation tout près de 7 %, la bonne volonté n'est cependant pas suffisante pour boucler le budget. Pour mener à bien notre mission, nous devons être réalistes et hausser les revenus qui proviennent de la taxation. Concrètement, cela veut dire une hausse de taxe foncière de 129 $ pour une résidence dont la valeur est de 246 049, soit la valeur moyenne à Rivière-du-Loup en 2023. L'année passée, 2022, on était autour de 211 000. Malgré tout, nous sommes satisfaits d'avoir pu limiter la hausse en faisant des choix responsables. Par ailleurs, vous remarquerez sur votre prochain compte de taxes certaines modifications portant sur la tarification des services de base, eux aussi affectés par le contexte économique. Nous devons donc répartir la facture sur l'ensemble des utilisateurs pour des services de base tels que l'aqueduc municipal, les eaux usées, la vidange des fosses septiques ou encore la collecte des matières résiduelles. Il faut comprendre que la Ville ne dégage aucun profit de cette tarification des services de base. Nous répartissons le coût au prorata du nombre d'utilisateurs. Avant de laisser la parole à M. Moreau, vous présenter le détail des prévisions budgétaires 2023, prenons le temps de nous remémorer les faits saillants de l'année qui s'achève. Premièrement, on a tenu différentes consultations publiques concernant des demandes de démolition, dont le 435 La Fontaine. Ça a été à la télé, puis ça a été web diffusé. Il y a eu aussi le 27, 29, 31, 33 et 35 rue Saint-Louis. Lancement d'un appel de candidature publique pour combler des postes vacants au comité consultatif d'urbanisme. La dénomination du parc des Balancines dans le parc Cartier a été couronnée du prix de coup de cœur de la Commission de la toponymie du Québec pour son originalité, rappelant à la fois le nom familier qu'on donne aux balançoires et celui officiel qui est donné aux petits cordages servant à hisser les voiles d'un navire. En 4, on a fait la reprise des opérations de l'usine des traitements des eaux en régie interne. En 5, octroi d'une aide financière de 225 000 $ sur 3 ans pour soutenir la mission d'espace centre-ville par l'intermédiaire de Tourisme Rivière-du-Loup. On a fait le lancement d'un appel de projet pour la restauration de bâtiments patrimoniaux. L'adoption d'un programme particulier d'urbanisme pour le centre-ville visant notamment sa redynamisation et l'implantation d'un important pôle de services de santé. En 8, lancement d'un incitatif financier à l'achat d'un arbre pour verdir la ville, soit un rabais de 80 $ sur certaines essences, 80 $ sur certaines essences. La Ville a fait bonne figure dans un rapport dévoilé par la Commission municipale du Québec, suivant un audit de la façon de mener dans certaines municipalités concernant le déneigement. Poursuite des démarches pour l'implantation d'un parc canin sur la rue de l'Age, dont la tenue de la rencontre de travail avec les futurs utilisateurs et la réalisation de travaux préliminaires sur le site de l'ancien écocentre. Réfection majeure des tronçons des rues importantes, dont Fraserville, Saint-Paul, Alfred Fortin, Joly et la tant attendue rue Saint-Elzéar. Pavage en œuvre du boulevard Hôtel-de-Ville en direction Est entre la rue des Cerisiers et Armand-Thériault avec l'ajout d'un trottoir. Réalisation d'un grand sondage pour connaître les appuis au maintien de la traverse sur son site actuel de la pointe de Rivière-du-Loup. Parmi les résultats, on retient que 86 % des loups-périvois considèrent important de la conserver. 70 % anticipent des conséquences majeures, voire catastrophiques, advenant la perte de ce service. 78 % des citoyens souhaitent que le conseil municipal en fasse plus pour éviter le départ du traversier. On a aussi accueilli M. François Legault, le premier ministre, à l'Hôtel de Ville. L'adoption de la toute première planification stratégique organisationnelle de la Ville de Rivière-du-Loup, définissant pour la première fois notre mission, nos valeurs, et de façon claire et sans équivoque. Aménagement d'un sentier d'hébertisme au Parc des Chutes, projet gagnant du budget participatif de 2021. Nouvel élan pour la revision du plan d'urbanisme de la Ville. Embauche d'une firme de consultants spécialisés. Tenue de consultation publique à la salle du Bon-Pasteur et l'ajout d'un volet en ligne pour permettre au plus grand nombre de participer. Il reste d'ailleurs quelques jours pour participer en vous rendant sur le portail citoyen accessible à villerdl.ca. Lancement d'un chantier de mise à niveau des installations du Parc des Princes et ajout d'un bloc sanitaire. Réalisation de travaux pour la concrétisation d'un sentier pour les véhicules hors route, menant boulevard Cartier. On va l'inaugurer en début d'année 2023. Début des travaux pour la création de rues dans le secteur commercial de l'entrée ouest, partie sud, derrière l'Hôtel Universel. Participation record pour la fête des nouveaux loups-périvois au Parc Blais, après 2 ans d'absence. On a eu aussi l'octroi du mérite municipal Yves Godbout à Mme Lucie Dumont. Adoption d'une nouvelle politique de déneigement visant à optimiser les opérations. Inauguration de la toute nouvelle bibliothèque Françoise Bédard, que je vous invite d'ailleurs à aller visiter. Puis j'invite maintenant M. Moreau, le directeur du service Finances et Trésorerie, à venir vous présenter les grandes lignes du budget 2023. M. Moreau.
Merci beaucoup, M. Bastille. Alors, il me fait plaisir de vous présenter le budget 2023. On va commencer par faire un très bref survol des résultats 2022, année qui va s'achever au 31 décembre prochain. On va faire le tour du budget 2023. On va regarder la taxation et la tarification pour 2023. Et on va également regarder le PTI, le programme triennal d'immobilisation, ainsi que les modes de financement s'y rattachant. Alors, dans les résultats 2022, deux faits marquants cette année, une pression inflationniste importante. On parlait de 6,9 % entre octobre 2021 et octobre 2022. On a également subi une hausse des taux d'intérêt. Donc, il y a un an, on était aux alentours un petit peu en bas de 2 %. Maintenant, on frise le 5 %. Donc, évidemment, quand on a un emprunt, bien, ça a un effet direct sur les remboursements de capital et d'intérêt sur ces emprunts-là. On a également revu nos priorités municipales. On a commencé un chantier qui va se poursuivre en 2023 également. Heureusement, nous avons eu des revenus additionnels, surtout au niveau des droits de mutation. Donc, il y a eu plus de transactions. Les valeurs étaient également supérieures, ce qui a entraîné une hausse de revenus. De plus, bien, il y a toujours des constructions neuves, il y a toujours des réfections de bâtiments sur le territoire de la ville, ce qui fait que le rôle d'évaluation augmente de façon naturelle également, ce qui entraîne des revenus de taxation additionnels. Donc, pression inflationniste, hausse des taux d'intérêt, revenus additionnels, on prévoit finir l'année avec un surplus quand même en 2022. Maintenant, si on regarde le budget 2023, on présente un budget équilibré de 57 millions. Ça comprend les revenus ainsi que les diverses affectations. On va voir le détail tout à l'heure, puis on va fournir des explications sur les variations importantes dans les postes de revenus et de dépenses. Pour les revenus, on parle de revenus de 55 300 000 $ pour l'année 2023, dont des revenus de taxation et de tarification de 39 millions. Une hausse du rôle d'évaluation, combinée quand même avec une baisse du taux de taxation, mais quand même, on va chercher des revenus supplémentaires. Quand il y a un dépôt de rôle d'évaluation, comme M. Bastille le disait, oui, ça touche les évaluations imposables des résidences de la ville, mais ça touche également les immeubles gouvernementaux, donc les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, eux également, eux aussi, ces immeubles-là se font évaluer et il y a eu quand même une hausse importante à ce niveau-là. Les revenus de transfert sont stables d'une année à l'autre. Les services rendus, ça comprend à la fois les services rendus aux municipalités ainsi que les services rendus aux entreprises ainsi qu'aux particuliers. Le plus gros des revenus là-dedans, c'est évidemment l'exploitation du site d'enfouissement. Donc, on dessert plusieurs municipalités qui viennent porter leur matière résiduelle au site d'enfouissement. Ils sont tarifés en conséquence. Et il y a également les entreprises qui viennent porter leur matière au site d'enfouissement, ce qui occasionne un revenu. De plus, la tarification des services de loisirs, les locations d'aréna, les 4 jours, etc., rentrent dans cette catégorie-là également. Imposition de droit, donc on a gardé sensiblement les mêmes revenus d'une année à l'autre. Amendes et pénalités déjà à baisse au niveau des constats d'infraction, donc un petit peu moins de revenus à ce niveau-là. Les revenus d'intérêt, oui, on en paye de l'intérêt, mais on a également certains revenus d'intérêt. Donc, quand il y a une hausse de taux d'intérêt, bien évidemment, on a un peu plus de revenus également. C'est l'autre côté positif, si je peux dire, de la situation. Et à la ligne autres revenus, essentiellement, ce sont les droits, les compensations pour les éoliennes qu'on reçoit de la MRC. Vous avez la répartition des revenus de fonctionnement. Donc, vous voyez la plus grosse part de la tarte, je peux m'exprimer ainsi, c'est vraiment les revenus de taxes à 68 %.
de même que les services rendus à 13 %. Pour le reste, on a vu le détail tout à l'heure, mais c'est un graphique un peu plus visuel. Si on rajoute les affectations à ces revenus-là, donc M. Bastille a parlé tout à l'heure d'affectation de surplus. Donc, on le voit aux deux premières lignes, affectation du surplus accumulé non affecté pour un montant de 540 000, ainsi qu'un montant qui a été pris dans les surplus accumulés affectés des réserves financières et des fonds réservés de près de 1,5 million, ce qui permet de boucler le budget sans trop augmenter les taxes. Mais si on n'avait pas eu ça, l'augmentation aurait été plus importante. Ce graphique-là montre d'où proviennent les taxes par catégorie d'immeubles. Vous savez que sur le territoire, on a parlé des immeubles gouvernementaux. Donc, c'est quand même 11,2 % qui provient de cette catégorie-là. Mais il y a également le secteur commercial, les 6 logements et plus, et le secteur industriel, qui accapare également une portion des revenus de taxes. Bref, le secteur résidentiel, il y en a pour 45,7 %, mais c'est également la valeur foncière la plus importante sur le territoire. Du côté des dépenses maintenant, on a quand même eu une bonne nouvelle en 2023, c'est qu'on a eu une baisse de nos primes d'assurance. Les primes d'assurance se retrouvent un peu partout dans chacune des rubriques que vous voyez à l'écran. Donc, l'administration, sécurité publique, transport, hygiène du milieu. Donc, on a vraiment des primes d'assurance réparties un peu partout là-dedans. Et on a eu quand même une baisse, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, je vous dirais que l'ensemble des autres dépenses, c'est évidemment la folie inflationniste qui s'en empare. Au niveau de l'administration, on a une hausse de 2,78 %. Sécurité publique, ça comprend à la fois la sécurité incendie, de même que la quote-part qu'on paye pour la Sûreté du Québec. Donc, une hausse de 4,7 % environ. Transport, là, c'est là que ça fait mal. On a parlé du nouveau contrat de déneigement qui est une dépense excessivement importante. On a également bonifié l'enveloppe des nids de poules. On était à 350 000, on l'a mis à 425 000 cette année. On dépasse à chaque année, donc on a vraiment mis la valeur réelle. Et on a également bonifié le montant qu'on va investir pour ligner les rues. À chaque année, on fait le lignage de rues. On avait un contrat qui venait à échéance en 2022, donc il va être renégocié en 2023. Et les autres municipalités ont toutes subi des hausses importantes de coûts à ce niveau-là qu'on a tenté de prévoir en 2023. À la ligne hygiène du milieu, c'est l'autre portion de dépenses qui ont subi une hausse quand même importante. L'hygiène du milieu, c'est vraiment les ajustements budgétaires qu'on a fait au niveau d'entretien et réparation. La vidange des fosses septiques, on va le voir tout à l'heure dans la tarification pour ceux qui sont desservis par... pour ceux qui ont des... qui ne sont pas desservis en égout sur le territoire de la ville. Donc, on a négocié le contrat cette année avec une hausse importante. On a également un accroissement du coût des produits chimiques pour le traitement des eaux. Et vous avez tous entendu parler là, de la tarification pour la SAMAR qui est passée de 15 par habitant à 20 par habitant. Donc, pour la ville, on parle d'une dépense de 421 000 pour la SAMAR. Donc, c'est vraiment là. Et on a également un nouveau contrat d'opération au site d'enfouissement qui va être négocié en 2023. À la ligne urbanisme et développement, une hausse de près de 5 %. Donc, il va y avoir la finalisation du plan d'urbanisme en 2023. Et de même que la création d'un fonds d'aide pour la restauration patrimoniale, qui, lui, est payé par une appropriation de surplus. Donc, on est allé chercher dans le Vieux-Gagné pour financer cet investissement-là pour l'année 2023. Finalement, la ligne des loisirs, près de 6 % d'augmentation. C'est évidemment des ajustements budgétaires pour les entretiens et réparations, l'électricité et le propane aux arénas qui coûtent excessivement cher également. Et on a également bonifié l'enveloppe de soutien aux événements. Et il y a également là, 2 piliers qui vont partir à la retraite dans le service des loisirs. Donc, on a prévu un chevauchement pour le transfert des connaissances.
à ce niveau-là. Donc, encore là, le même type de graphique pour la répartition des dépenses de fonctionnement de façon un peu plus imagée. Donc, vous voyez la proportion qui est prise au niveau de l'hygiène du milieu. Service de dette également là, qui a bondi à 15,3 %. Donc, c'est vraiment la hausse des taux d'intérêt là-dessus. Fait que vous voyez les dépenses les plus importantes pour la ville de Rivière-du-Loup par catégorie. Excuse, Jacques, juste peut-être dans ton tableau précédent, la page 11, là, les frais de financement, là, il y a quand même un bond important. Je pense que soit que j'ai oublié, ou soit que je l'ai pas compris, mais je pense que tu n'as pas parlé. Ça se peut. J'ai passé par-dessus, effectivement. Ouais. Il y a deux éléments qui expliquent la hausse des frais de financement. Le premier, c'est l'accroissement de la dette, évidemment. Et le deuxième, c'est l'accroissement des taux d'intérêt. Donc, c'est le même principe pour les gens qui ont une hypothèque, qui doivent renouveler leur hypothèque. Il n'est pas rare de voir des montants additionnels de 250-300 $ par mois pour ceux qui renouvellent une hypothèque. Donc, la Ville, on a également des emprunts et on est impacté dans le même sens que les citoyens qui renouvellent ou même des entreprises qui ont renouvelé des dettes. Merci, M. le maire, j'avais passé. On a vu des dépenses de 47,8 millions de dollars auxquelles on rajoute certaines affectations, dont le remboursement de la dette à long terme, donc c'est la portion capitale. La portion capitale est directement reliée à l'accroissement de la dette. Donc, on avait 6,6 millions l'année dernière et on passe à 7,4 millions cette année. Donc, c'est vraiment là qu'il y a un accroissement. Où on s'est rattrapé, c'est au niveau des activités d'investissement. Il y a des choix déchirants qui ont été faits. Et l'année dernière et les années précédentes, on était habitué d'avoir un montant de 2 millions, 2,2 millions pour le pavage des rues. Cette année, ce montant-là a été amputé d'1 million. Donc, il va y avoir 1,2 million qui va être investi pour le pavage cette année. Possiblement également pour 2024. Et on va tenter de réaugmenter par la suite. Donc, c'est vraiment un des éléments qui a été coupé au budget pour limiter la hausse de taxes. Et vous avez les autres montants par la suite. Petit commentaire au niveau de l'affectation aux réserves financières, c'est vraiment la vidange et la valorisation des boues aux étangs aérés. Donc, il y a eu un nouveau contrat cette année qui fait que nous devons cumuler plus d'argent pour être capable de faire ces opérations-là dans les 5 ou 6 prochaines années. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'argent de côté pour que quand arrive la dépense, on soit capable d'arriver à un montant qui est quand même comparable d'une année à l'autre, d'où les affectations aux réserves financières. On a vu les dépenses par type par fonction. Maintenant, si on regarde des dépenses par objet, donc c'est les mêmes dépenses à 47,8 millions, mais réparties autrement. Donc, c'est là qu'on voit les dépenses des salaires, charges sociales et des biens et services, entre autres. Vous allez me dire 1,1 million d'augmentation pour les salaires, c'est énorme. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, un des éléments a été mentionné par M. Bastille lors de son allocution, c'est qu'on a repris à l'interne les opérations de traitement des eaux, ce qui fait qu'on ne paye plus de contrats, on ne paye plus de consultants pour faire ça, mais on rémunère des gens pour s'acquitter de la tâche. Également, bien, il y a eu également les changements d'échelon ainsi que les augmentations prévues dans les différentes conventions collectives. Normalement, dans une année normale, on aurait vu à la ligne biens et services, étant donné qu'on reprend le contrat à l'interne pour l'usine de traitement, bien, théoriquement, on aurait vu les biens et services qui diminuent. Cependant, il y a eu tellement de hausse dans l'ensemble des autres contrats que finalement, au net, il y a une hausse au niveau des contrats pour les biens et services et également toutes les autres dépenses comme l'entretien et réparation, l'électricité, le chauffage. Donc, c'est vraiment une année là, qui a eu un accroissement de coûts important. On a parlé des frais de financement tout à l'heure qui ont augmenté. Et la contribution aux organismes, là-dedans, le plus gros montant se trouve au niveau de la compensation qu'on verse au gouvernement pour les redevances à l'enfouissement.
Donc, à chaque fois qu'on enfouit une tonne de matière résiduelle au site d'enfouissement, on paye 30 $ la tonne en 2023 pour, à titre de taxe, c'est un genre de taxe qu'on remet au gouvernement. Auparavant, en 2022, on parlait d'un montant de 24 $ la tonne. Donc, c'est passé à 30 $ et ils ont déjà annoncé que 2024 allait être à 32 $ la tonne. Donc, ce qui est d'autant plus important de trier nos matières à la source pour tenter d'en envoyer le moins possible au site d'enfouissement. On va tous économiser de l'argent. Maintenant, où va notre argent? Bien, vous avez le détail là, avec le dollar. Donc, pour chaque dollar, il y a 9 cents, par exemple, qui va à la voirie circulation, 10 cents pour le déneigement, et vous avez le détail de l'ensemble des dépenses, où va l'argent investi. Maintenant, au niveau de la taxation, on vous parlait que le taux de taxe foncière avait subi une diminution. On parle de 9,5 % de diminution. Il est passé de 1,14 du 100 $ d'évaluation à 1,0374 en 2023. Donc, on va voir tantôt l'impact pour une maison moyenne que M. Bastille a présenté tout à l'heure. Et vous avez les autres catégories de bâtiments qu'on a sur le territoire avec la variation du taux de taxe foncière. Évidemment, le taux de taxe foncière, ça veut dire de quoi? Parce que ça sert à calculer le montant de taxes que les contribuables vont payer. Par contre, il faut vraiment le mettre en relation avec la valeur imposable de l'immeuble. Pour la tarification, le service d'aqueduc va coûter 235 $ en 2023, service d'égout 250 $. Donc, une hausse quand même importante, mais je vous ai parlé au niveau du service d'égout, de la valorisation et de la vidange des boues aux étangs aérés qui ont augmenté passablement. L'enlèvement et la gestion et la disposition des matières résiduelles, on parle d'un montant de 170 $. Quand on parle de cette ligne-là, ça comprend à la fois la collecte, donc le camion qui passe devant la porte à chaque semaine pour ramasser nos bacs, et ça comprend également le traitement. Quand on parle de traitement, il y a 3 traitements qu'on fait. Le premier, c'est au site d'enfouissement. Le deuxième, c'est au centre de tri. Ça, c'était VIA. Et le troisième, c'est à la sommaire, le fameux bac brun. On avait eu une question d'un citoyen qui voulait savoir, dans le montant qui est là, c'est quoi le montant qui est relatif à la sommaire, au traitement des matières par la sommaire. Donc, sur le 170 $, on parle d'un montant de 29 $ qui est attribué à la sommaire. Je vous rappelle que la sommaire facture par habitant et nous, on répartit cette facture-là sur le nombre d'unités présentes sur le territoire. Donc, voilà. Donc, la variation de la taxe foncière générale pour une résidence moyenne. Résidence moyenne avec le niveau rose est 246 049. En 2022, une maison, la même maison, là, elle n'était pas évaluée à 246 000, elle était évaluée à 211 000. Bien, elle payait 2 424 $ de taxe foncière générale. En 2023, la maison est rendue à 246 000. Évidemment, le taux a baissé, heureusement. Donc, la taxe foncière générale va être de 2 553. Ce qui fait une variation en dollars de 129 $ et en pourcentage de 5,3 %. Le taux d'inflation, 6,9 %, qui provient de Stat Canada. Le programme triennal d'immobilisation. Donc, ça, c'est un graphique qui montre l'évolution de la dette en vert et l'évolution des immobilisations en mauve. Quand vous voyez des lignes pointillées, c'est une approximation parce que l'année 2022 n'est pas finie, puis l'année 2023 n'est pas encore commencée. Donc, avec le programme triennal tel qu'il est déposé, on prévoit finir en 2023 231 millions d'actifs, amortis, évidemment, et une dette de 68 millions. Programme triennal d'immobilisation, on parle d'un investissement total de 96,5 millions, dont 38,6 millions en 2023. M. Bastille va vous en dire davantage
un petit peu plus tard, à ce niveau-là. Les sources de financement, bien encore là, la majorité des projets d'investissement de 38,6 millions vont être financés en 58 % par des emprunts long terme et par 32 % par des subventions gouvernementales. Le reste, c'est des autres sources de financement diverses de la Ville. Maintenant, si on regarde nos fameux ratios de contrôle de dette que la Ville s'est dotée, il y a de cela quelques années, on parle d'un endettement sur la richesse foncière d'un maximum souhaité de 2,75 %. Donc, les deux bâtonnets en mauve, c'est des montants estimés, comme je l'expliquais tout à l'heure, et on prévoit finir l'année 2023 à 2,58 % par rapport à la RFU, la richesse foncière uniformisée. Évidemment, avec un nouveau dépôt de rôle, c'est bien évident que la richesse foncière a bondi à la Ville de Rivière-du-Loup. Si on regarde l'endettement net sur la valeur nette des immobilisations, bien encore là, on respecte notre ratio de limite à 33 %. Donc, on prévoit finir l'année 2023 à 29,54 %, donc tout près de 30 %. Donc, c'est ce qui est en deçà de notre ratio maximum. Donc, ça va bien, ce côté-là. Finalement, le service de dette sur le budget de fonctionnement, bien, vous comprendrez qu'avec la hausse des taux d'intérêt, on a atteint le maximum à 18 %. Donc, il va falloir faire attention à l'avenir pour tenter de limiter l'endettement. Oui, il va dépasser dans les prochaines années parce que le taux d'intérêt a augmenté, il a plus que doublé en fait. Mais ça va être un ratio qui va être à surveiller les prochaines années. Vous avez également d'autres informations sur le portail citoyen. Les documents qu'on a regardés ce soir vont être disponibles sur le site Internet de la Ville. Donc, vous pourrez les consulter à tout moment. Je cède la parole à M. le maire. Merci, M. Moreau. Effectivement, la prudence sera de mise en 2023. L'exercice de rationalisation et d'optimisation des services municipaux se poursuivra. Nous entrons par ailleurs dans une période où nous réduirons nos investissements en infrastructure pour ménager le portefeuille des citoyens et abaisser la proportion du budget dévolu au remboursement de la dette et des intérêts courants sur celle-ci. Maintenant que nos principaux projets ont été menés à bien, la caserne, la bibliothèque, le stade de la Cité des Jeunes, les étangs aérés, et que de nombreux chantiers de réfection ont été menés sur les axes de transport prioritaires, nous allons ralentir la cadence et nous concentrer sur les opérations courantes. Je profite de l'occasion pour rappeler, comme je l'ai fait l'an passé, que la Ville de Rivière-du-Loup, c'est 230 employés dédiés à offrir des services de qualité à la population au meilleur de leur capacité. Je fais partie de cette équipe, le conseil aussi. Je peux vous dire qu'on se lève tous les matins en se demandant comment on pourrait améliorer la qualité de notre milieu, la qualité de vie de notre milieu. Par ailleurs, je ne saurais passer sous silence deux événements majeurs qui auront lieu en 2023. Après 2 reports, nous allons enfin vivre la 56e finale des Jeux du Québec. Rivière-du-Loup aura finalement la chance d'accueillir ici l'événement sportif par excellence au Québec. À moins de 100 jours des Jeux, c'est à nous de jouer maintenant. De plus, 2023, c'est aussi l'année du 350e de la Seigneurie de Rivière-du-Loup. La programmation des différentes activités et commémorations seront rendues publiques plus tard ce printemps. De nombreux partenaires et organismes du milieu proposeront des activités qui viendront s'inscrire dans le cadre du 350e. La Ville, quant à elle, proposera quelques activités spéciales, dont une fête familiale rassembleuse, dont les derniers détails restent à ficeler. Nous avions l'intention de faire du 350e un moment de grande célébration, haute en couleurs. Cependant, je dois admettre que le contexte actuel nous force à plus de sobriété. Je demeure toutefois convaincu que tous et toutes y trouveront leur compte. C'est à suivre dès ce printemps. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Ah, non, ça, je vais revenir à la fin. Là. Je suis après à lire mes notes. Fait que, écoutez, on va finir la rencontre, là, puis il y aura une période de questions bien évidente à la fin. On va juste faire l'approbation des points de l'ordre du jour, puis après ça, on va pouvoir revenir sur la période de questions. M. Moreau est là avec nous, puis on pourra y répondre du mieux qu'on peut. Fait qu'on s'est rendu au point 3, adoption des prévisions budgétaires pour l'année financière 2023. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte les prévisions budgétaires de la Ville de Rivière-du-Loup pour l'année financière 2023, annexées à la résolution. André Beaulieu propose.
Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025. Attendu que tous les membres présents de ce conseil ont pris connaissance du programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024, 2025 de la Ville de Rivière-du-Loup, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le programme triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024, 2025 de la Ville de Rivière-du-Loup et annexé à la résolution. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 5, dépôt du projet de règlement 21-23 relatif au taux de taxation et de compensation pour l'année 2023 et avis de motion pour M. André Beaulieu. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement 21-23 relatif aux différents taux de taxation et de compensation pour l'année 2023 et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet pour règlement et adoption. Le projet de règlement est disponible sur le site Internet de la Ville, au ville.rdl/règlement et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, André. Fait qu'on s'est rendu à la période de questions. C'est bien évident que ça traite juste sur l'ordre du jour. Il n'y a pas de questions autres que l'ordre du jour. Fait que c'est une séance extraordinaire, puis ça sera pareil aussi pour la suivante. C'est une séance extraordinaire, donc on parle juste des points de l'ordre du jour ce soir. Fait que questions sur le budget, vous identifiez, puis posez votre question, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Richard Bugeaud. Bonsoir, M. Bugeaud. Bonsoir. On s'aperçoit, d'après ce que je regarde ici, M. Bastille, l'autre jour à la télévision, vous avez dit ou à la radio que vous allez contrôler les dépenses, mais là, vous êtes à presque 4 millions quelque chose de plus de dépenses cette année dans le plan triennal. Si je regarde ça. Oui, dans le plan triennal, bien, il y a un restant d'investissement. On va payer notre caserne en 2023. Il restait des travaux à faire. On parle de l'aéroport. C'est sûr qu'il va y avoir une subvention qui est rattachée à ça. On parle de l'entrée ouest-sud. On est après faire les travaux d'infrastructure qui sont là. Il y a une partie qui va être à la ville, mais il y a une partie aussi qui va être payée par les propriétaires des terrains là-bas. On parle du Place Carrier aussi. C'est un projet qui est encore là. C'est bien évident que s'il y a des projets, exemple, mettons Place Carrier, ou s'il y a des projets qui se feront pas, bien, c'est sûr que ça va se diminuer du plan triennal. 2023, ce qu'on a fait, quand on est arrivé au début, là, il y avait beaucoup de choses à modifier. Moi, on a jasé avec l'équipe administrative, on ne voulait pas se garrocher à droite et à gauche. Ils ont travaillé sur le PTI juste pour 2023. 24-25 était déjà fait, mais vous allez voir l'année prochaine, pour 2024, c'est la même chose. On va commencer de bonne heure ce printemps. Là. On n'attendra pas plus vers l'automne. Au printemps, on va déjà commencer à en enlever dans 24, puis on va en enlever dans 25. On va ralentir les investissements. On va entretenir ce qu'on a besoin d'entretenir. Là. Mais faire des rues, là, je pense que si vous regardez 2024, on a 3 rues qu'on veut refaire au complet, travaux d'infrastructure, mais on va possiblement faire juste une. On va s'en aller comme ça, on va faire nos entretiens, puis qu'est-ce qui va être prioritaire, on va vraiment noter, puis on va y aller comme ça. C'est sûr qu'on ne maintiendra pas la cadence des 2-3 dernières années, c'est clair. Là. Non, parce que je regarde la réflexion des rues, on n'est pas contre ça, mais quand je regarde ici, là, un tableau indicateur 502 000, puis... Oui, mais ça doit être écrit à côté, là, si... j'ai pas... C'est parce que le tableau indicateur au Centre Premier Tech, c'est si les utilisateurs le paient. T'sais, la Ville, nous autres, on n'est pas prêts à embarquer là-dedans. L'autofinancement. Oui, c'est sûr, c'est en plein ça. Là. Il y a des petites notes comme ça là, sur différents projets. C'est sûr que, comme je vous dis, comme l'entrée ouest-sud, la Ville paye à peu près, parce qu'on est propriétaire d'un terrain, fait qu'on paye notre part là-dessus. Ça représente autour de 34 du coût des travaux. Le restant va être facturé aux propriétaires des terrains. C'est sûr que le montant est autour de 7 millions, là, mais il va être réparti. Ce n'est pas juste la Ville, puis c'est pas juste les citoyens de Rivière-du-Loup qui vont le payer. Les propriétaires des terrains vont payer les infrastructures qui vont passer dans cette rue-là. Là. Je regarde aussi, M. Bastille, la mise en lumière de la chute, 474 000 $. C'est une nécessité en 2023. Bien, alors... ça, c'est la même chose. Ça, c'est un projet, c'était dans le cadre du 350e. On va-tu le faire intégralement? On va-tu juste en faire la moitié? Nous, on a appris une chose avec le temps, c'est l'ouverture des soumissions qui nous dit si on le fait ou si on le fait pas. On peut bien avoir des estimés de professionnels, mais des fois, on fait des méchants sauts quand on rouvre les soumissions. Il est là, mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Là. D'accord, parce que vous avez parlé tout à l'heure, puis M. Moreau a dit que l'investissement pour l'asphaltage avait diminué d'1 million quelque chose. Alors, oui. Les rues sont dans un état lamentable pour certaines rues, tout ça au complet. Oui, puis ça, bien, tu sais, quand on va diminuer l'investissement d'1 million, c'est pris dans le budget courant, là.
Tu sais, moi, je me trompe, M. Moreau, c'est ça, c'est dans le 1 million, on le récupère dans le budget courant, on ne l'emprunte pas, là. D'accord. Maintenant, si je m'en vais dans la présentation du début à la page 19, vous parlez d'une variation du taux de taxe de 5,3 %, c'est exact? Oui. 5,3 % M. Bastille, est-ce que ça comprend les autres augmentations? Parce que c'est 91 ou 92 les autres choses qui augmentent, les égouts. Oui, c'est 61 là, pour l'eau, les égouts, plus l'enlèvement des matières résiduelles. Là, ça fait 61 Le 129 ça n'inclut pas ça. Le 129 c'est pour la taxe foncière. 120... La taxe générale. Fait que le total des deux, ce serait quoi? Le total des deux, c'est sûr que c'est embêtant parce que, mettons, à 61 parce que les vidanges des fosses septiques, c'est pas tout le monde qui en a, là, mais mettons que la majorité de nos citoyens ont plus l'aqueduc et les égouts. Eux, avec l'enlèvement des gestions de matières résiduelles, ça fait 61 Mais on ne peut pas le calculer directement comme ça parce que la maison vale 800 000 ou qu'elle vale 150 000, c'est 61 pareil. Vous comprendrez que la personne, sa maison vaut 800 000, 61 mais à 150 000, c'est plus. Mais nous, là, c'est vraiment au niveau de la taxe foncière générale qu'on parle d'une augmentation de 5,3. Évidemment, il faut additionner les autres montants, mais la maison moyenne à 246 000, bien, quelqu'un qui a une maison de 800 000, il va payer 61 pareil, comme quelqu'un qui a une maison de 150 000. Fait qu'il n'est pas additionné. Mais si vous l'additionnez les deux ensemble, écoutez, ça doit faire vite de même 129 plus 61, 130, ça fait 192 piastres à peu près. Là, 92 de plus, M. Bastille. Comment? 92 de plus, les augmentations de aqueduc, égouts, enlèvement, gestion... Oui, mais les fosses septiques, mettez-les pas dedans, là, parce que pas tout le monde qui en a non plus. Là. Et quelqu'un a un faux septique qui n'a pas les égouts, normalement. Oui, c'est sûr. Autrement dit, une personne comme moi, je n'ai pas de fosse septique, je suis l'aqueduc de la ville. Oui, vous payez 61 de plus pour les services, plus tout dépendant de l'évaluation de votre maison. Je ne sais pas comment est-ce est évalué, mais si votre maison a monté plus de 17 parce que 17 c'est la valeur moyenne de l'augmentation de la richesse foncière de la maison. Tu sais, c'est moyen. Il y en a qui sont à 30 puis il doit y en avoir qui sont peut-être bien à 12 ou à 10 Et tout dépendant là, de l'évaluation de votre maison, bien, c'est sûr que ça va peut-être être plus de 129 plus le 61 comme peut-être si la maison est évaluée en bas de 246, bien, ça peut être plus bas que 129. Mais 61 à la base, il reste là. Je regarde aussi la rémunération plus les charges sociales, comme les pensions, ces affaires-là. L'augmentation est fulgurante. Qu'est-ce qui se passe avec l'augmentation de la rémunération? 10 point quelque chose % M. Bastille. Oui, bien écoutez, M. Moreau parlait dans la rémunération. Il y avait aussi la reprise des on a engagé, écoutez, je pense que c'est 6 ou 7 employés là, à l'usine de filtration. Peut-être 6, là, monsieur, c'est 6. Bon, bien c'est sûr qu'il y a des salaires puis il y a des charges sociales qui sont raffectées à ça. Présentement, on a aussi des gens, mettons, qui sont à l'échelon 2, puis l'année d'après, ils tombent à l'échelon 3. Bien, entre le changement d'échelon, bien, déjà, il y a un pourcentage à payer. Fait que c'est tout ça qui est additionné ensemble. Parce que sur le total de rémunération, je pense que ce qui est prévu pour 2023, il y a peut-être l'ajout d'un poste, mais à partir peut-être de juillet au niveau des ressources humaines. Puis il va y avoir aussi au niveau de l'urbanisme, on va avoir un inspecteur de plus parce que, comme je vous disais, d'un conseil, il y a eu un jeu de chaises musicales. On a créé un poste de conseiller en urbanisme qui était pour remplacer la direction du développement économique. On avait aboli ce département-là. Puis je vous avais dit que les sommes qu'on économisait là, c'était pour l'investir à notre département d'urbanisme parce qu'il y avait des demandes qui étaient là. Fait que dans le fond, c'est l'argent qu'on a pris du développement économique qu'on met dans notre développement territorial. Fait qu'on a créé un poste de conseiller en urbanisme, et ce conseiller-là était inspecteur-chef, puis il y a eu un jeu de chaises musicales qui a été fait à... Vous n'avez pas déjà un directeur de l'urbanisme? Oui, mais il est déjà là. C'est pas un nouveau directeur, c'est un conseiller qu'on va avoir en urbanisme. On avait engagé aussi, c'est en début d'année, je pense, un inspecteur, mais sur le terrain. On n'avait pas de gens, les gens n'avaient pas le temps d'aller vérifier les travaux qui étaient faits, puis souvent de fois des travaux sans permis aussi. Fait que là, ça a permis de voir que sur notre territoire, il y avait des gens qui faisaient des fois des choses qui n'étaient pas correctes. Fait qu'avec l'inspecteur, ben lui, il va voir si tout se fait dans les règles de l'art, puis si les personnes respectent le permis qu'il a demandé, ou s'ils font des travaux sans permis aussi. D'accord. Maintenant, d'après ce que je peux voir, la dette va passer à 68 millions à la fin de l'année? 2023. 2023. Oui, bien, c'est des résultats estimés, effectivement.
En ce qui concerne les échelons, vous parlez d'échelons tout à l'heure de personnes qui travaillent. Mon confrère vous a déjà demandé dans le passé d'éliminer ça. Vous n'êtes pas capable d'éliminer ça? D'éliminer complètement les échelons quand vous embauchez quelqu'un? Ben non, ça fait partie des conventions collectives. Tu sais, quelqu'un va être engagé, mettons, dans sa classe de travail, il peut avoir, mettons, je pense que c'est de 6 à 10 échelons, là, tout dépendant des classes, là. Mais c'est juste normal. Dans la plupart je vous dirais que dans le réseau de la santé ou autre, c'est des classes comme ça. C'est que les gens, ils montent d'échelon d'une année à l'autre selon l'expérience qu'ils acquièrent. Puis justement, s'ils répondent à la satisfaction de leur travail effectué, fait qu'ils peuvent monter d'échelon l'année d'après. Dans le fond, c'est une augmentation salariale qu'ils ont tout simplement en changeant d'échelon. Automatiquement, M. Bastille, ces deux augmentations salariales, si tu changes de classe plus une augmentation à la fin d'année que vous donnez aux personnes? Non, il est prévu dans... Exemple, puis là, je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi, là, je vais le dire comme je le comprends. Exemple, tu as signé une convention collective 5 ans. C'est une augmentation annuelle de 2 par année. Bien, c'est sûr que la classe 1, à l'année suivante la signature de la convention, bien, mettons que la classe 1 est à 20 $ de l'heure, bien, l'année d'après, elle devient à 20 $ fois 2 puis ainsi de suite pour chaque classe. Ils reçoivent ce qui a été négocié dans la convention collective, mais entre les classes, il y a peut-être l'équivalent de 75 cents. Je ne connais pas toutes par cœur, les conventions, mais entre la 1 et la 2, la classe 1 et la classe 2, entre l'échelon 1 et l'échelon 2, il y a peut-être 75 sous. Puis bien là, c'est sûr que, tu sais, mettons, ça veut dire que la classe 1, l'échelon 1 est à 20, mettons, l'échelon 2 peut-être à 20,75, puis ainsi de suite, 75 sous. Mais c'est sûr que quand on l'indexe, selon la signature à la convention collective, de 2, de 2,5 ou de 3, bien, il y a une augmentation normale de l'échelon. Puis les gens, ils naviguent, ils passent d'un échelon à l'autre au courant de leur carrière. Concernant une signature d'une convention collective, M. Bastille, j'ai été syndiqué toute ma vie. Je sais que quand l'employeur octroie un pourcentage d'augmentation annuelle, c'est correct, mais je trouve un petit peu spécial d'avoir des échelons, passe de classe 1 à classe 2, à classe 3, à classe 4. Oui, mais c'est l'échelon 1 à 2. Les classes, ça, c'est les titres d'emploi là, qui se classent dans ça. Mais les échelons, bien écoutez, tu sais, c'est prévu comme ça. C'est des augmentations salariales, effectivement, qui sont négociées quand vous dites que vous avez travaillé au niveau syndical, vous savez comment ça fonctionne. Puis si on s'entend avec le syndicat, qu'on dit la convention collective, mettons, sur 5 ans, ça équivaut à 2 ou à 2,5 par année, bien, les échelons sont comme modérés comme ça, puis la personne navigue. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est rendu au top de l'échelon, bien, à un moment donné, elle ne monte plus de salaire. Elle a juste l'IPC. Si on avait signé à 2,5 bien, elle reste à 2,5 quand elle est au maximum de l'échelon. D'accord, parce que si je regarde ça, grosso modo, la dépense en immobilisation va augmenter, supposément. La dette augmente, mais ici, en ville, il y a des commerces qui sont dus pour fermer à certaines périodes parce qu'il manque de personnel. Quand tu fermes une journée ou deux, c'est moins de revenus. Puis aujourd'hui, mais vous venez faire un budget qui augmente de beaucoup les citoyens. C'est un petit peu difficile à accepter d'une certaine façon. Oui, je comprends ça, M. Bugeaud, puis c'est sûr qu'on aurait aimé ça à arriver à soir puis vous dire, bien, il n'y a pas d'augmentation de taxes, mais c'est pas réaliste. Non, je peux comprendre qu'il y a des affaires qui se font, M. Bastille, mais il y a des affaires, peut-être que faire un petit ménage à des places. Bien, écoutez, je pense que pour le budget 2023, on l'a fait. C'est sûr que dans le plan triennal, vous voyez des choses, comme je vous dis, il y a des choses qui vont peut-être se réaliser, d'autres ne se feront pas, mais à partir du printemps 2023, on va déjà travailler sur le PTI 2024 et 2025, puis on veut le dégraisser, là, c'est clair, là. D'accord. Maintenant, la sécurité, ça comprend la sécurité du Québec ainsi que la sécurité ici à l'Hôtel de Ville, à la Ville. On parle de l'augmentation de la sécurité? Oui, sécurité civile, là, ben oui, ça comprend c'est ça, M. Moreau, ça comprend le service de police, puis ça comprend le service incendie. OK, d'accord. Mais le service de police, on ne le voit pas souvent en ville, M. Bastille, parce qu'il n'y a pas de l'air d'avoir grand patrouille. OK. Je vous dis qu'au coin d'Alfred Fortin, puis Thomas Jones, là, le stop, c'est un stop américain, puis vous en avez posé un au coin de Thomas Jones, puis Coristine, là. OK. Encore hier, le monsieur, là, je ne sais pas s'il est aveugle ou quelque chose de même, puis... Bien, ce que je vous disais, ce que je trouve malheureusement ici, souvent de fois, on dirait que les stops, ça devient des suggestions. Je vois du monde, ça passe, puis c'est suggéré d'arrêter, on dirait quasiment, puis ils n'arrêtent pas, là, mais je pense que ça revient au conducteur, bien évidemment. Là, Vous devriez embaucher un policier qui fonctionnerait avec une marge. OK. Un bon salaire, mais la Ville irait chercher un très bon salaire. Avec un bonus sur... Oui, un bonus, puis il faut vous dire une chose que je serais sévère sur l'amende en question. Ça marche. Merci, M. Bugeaud.
Bonsoir, Roger Plante. Moi, je voudrais savoir, OK, pour la taxe de bienvenue, parce que, à un moment donné, ça passe vite, là, c'est officiel que vous avez eu le temps de la regarder. Là. Et au niveau de la taxe de bienvenue, oui. OK, de 2022, c'est pas, j'ai peut-être qui est là-dedans, mais partir, OK, de la taxe de bienvenue en 2022, je pense pas que vous pensez d'avoir le même revenu pour 2023. En tout cas, peut-être qu'il y a passé, puis je ne l'ai pas vu passer, là. Attendez un petit peu. Revenu, imposition des droits. C'est-tu dans l'imposition des droits, M. Moreau? Dans la page 7, M. Bastille. Oui, c'est ça. Bien, imposition des droits. Voilà, dans le fond, c'est la taxe de mutation. En 2022, on a, en tout cas, on s'attend à avoir 930 200 $. Puis, en 2023, on a budgété 923 700. C'est à la page 7. Oui, c'est dans imposition des droits, là. C'est ça, on s'attend d'avoir... Vous pensez de revoir le même prix en 2023? Bien, écoutez, tu sais, généralement, ils font des moyennes sur quelques années, puis ils regardent ce qui se passe. Je ne sais pas si M. Moreau veut répondre, là, moi... Je peux peut-être tenter une réponse. C'est sûr qu'en 2022, on a eu le chiffre qui est là en 2022, qui est écrit 930 200, c'était la prévision budgétaire. La réalité 2022 est beaucoup supérieure à ça. Il est supérieur au montant affiché? Et ça, on le présente pas. Pourquoi que le vrai montant n'est pas affiché? Parce qu'on n'est pas à présenter les états financiers, on présente les budgets. Oui, mais vous nous donnez les comparatifs. Oui, on vous donne le budget 2022 versus le budget 2023. Quand on va présenter les états financiers au mois d'avril ou mai, on va vous donner le résultat de l'année 2022. Et vous m'avez dit que, normalement, OK, pour 2022, le montant pour la taxe de bienvenue, à date, serait de combien? Écoutez, je n'ai pas le détail, Jacques. 2,2 millions, ça veut dire plus que le double. Oui, que le budget, effectivement. Et, par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que le centre commercial a été vendu. Oui. Je ne pense pas que ça revende l'année prochaine non plus. Fait que quand on établit le montant pour estimer les droits de mutation, ce qu'on fait, on fait une moyenne des 5 dernières années et on enlève les transactions, je dirais, extraordinaires ou vraiment exceptionnelles. Le centre commercial est un bon exemple. Dans le passé, il y a eu des transactions majeures. Je vais vous donner un exemple. Quand le domaine de Louvois a été vendu, par exemple, ça occasionne des montants. Mais tu sais, je veux dire, ces bâtisses-là, je ne peux pas me baser là-dessus pour établir mes droits de mutation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont en vendre une par année, là. Mais j'admettrais, M. Moreau, là, OK, que le montant qui apparaît pour 2022, à comparer au réel, c'est plus que le double. Je peux bien croire qu'il arrive des choses spéciales, là, mais il y a quand même il y a une bonne différence sur le montant. C'est quoi la transaction du centre commercial? Comment ça a rapporté? J'ai pas écouté, là. Non, je vous dis pas, mais... Si je l'enlève, là, on est dans les mêmes eaux. Mais vous pensez, Maître Moreau, M. Moreau, que... Excusez, j'ai connu bien des Moreaux dans ma vie. Il y en a qui coûtaient plus cher que d'autres. C'est vrai, je coûte pas cher. Non. Mais vous pensez que vous avez réécrit, OK, que pour 2023, avec le taux d'intérêt et d'inflation qu'il y a, qu'il va y avoir autant de ventes, d'après vos prévisions, là, que 2022? 2022, c'est un montant estimé sur la valeur des 5 dernières années réelles qu'on avait fait. Mais pourquoi qu'on marche, OK, sur les 5 dernières années? C'est pour donner une moyenne. Non, ça, je suis entièrement d'accord. Mais à une année comme 2022, là, je pense pas qu'il en repasse de suite devant l'année. C'est pour ça qu'on n'est pas allé au... 2022, là, c'est un montant budgété à l'époque. Le réel est plus important. Là, je compare le budget avec le budget. 2 chiffres. Il n'y a pas de réel là-dedans. Là, vous venez de dire le mot juste, là. C'est ça qui m'inquiète. Quand vous venez nous dire il n'y a pas de réel, l'autre question, je voudrais savoir, au niveau des organismes, OK, que la Ville aide, comme la Bouffe Pop, je sais pas si ça rentre dans la même chose, là, pour les hommes, pour les femmes, OK, bon. Est-ce que ça, c'est rentré dans quoi? Parce que là, je sais pas quel nom vous avez donné à ça. Là. Les aides aux organismes, me semble. Contribution des organismes. Pardon? Ouais. Contribution des organismes. Et si j'en garde sa roulette, là, je vais essayer de trouver la roulette, là.
Et là, Oui. page 14. Oui. 14. OK. Parce que là, il y a plusieurs boulettes là-dedans. OK. Fait que vous avez dit que c'était... Ouais, c'est la ligne contribution des organismes. On voit là, un montant de à peu près 5,7 millions. Là. OK. Mais à partir de là, OK, ça veut dire que le Conseil a décidé de passer une résolution pour aider, OK, mettons, la Bouffe Pop ou un autre organisme comme ça, là. Oui, mais il n'y a pas juste des contributions à des organismes comme ça. Tantôt, on parlait de la redevance au lieu d'enfouissement technique. Là, ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Oui. Parce que, tu sais... Et quel rapport que ça a avec la contribution à des organismes? Bien, des organismes, ça peut être des organismes, des OBNL, ça peut être des organismes publics, ça peut être... c'est ça, M. Moreau? Ou rentrer... Bien, ils font comme ça. Ils font comme ça. La comptabilité municipale, c'est comme ça qu'il faut le rentrer. Mais ça veut dire que ça, OK, parce que si je regarde, OK, bon, tous les organismes que la Ville aide, en partie, ben, quand j'ai lu, OK, contribution à des organismes, je pensais que ça touchait, OK, à des gens, là, qui étaient dans le besoin ou quoi que ce soit. Puis, c'est parce que quand on regarde, OK, dans qu'est-ce qui a été présenté, là, à aucun moment, OK, ça, là, c'est pas un Rivière-du-Loup, c'est de même, là, que des gens, OK, qui sont poignés avec des règlements que vous avez adoptés, OK, vous aidez toutes sortes de monde, mais jamais vous aidez pour que quelqu'un soit capable de se défendre contre vous autres. Pour du bruit abusif, je vous ferai pas un dessin, là, non, ou de son, hein? Mais c'est ça, là. C'est que si, mettons, vous avez des problèmes avec une ville, là, c'est bien de valeur, là. Les organismes, là, ils sont pas là. Puis l'aide juridique, là, quand ça touche une ville, là, non, ils ne touchent pas à ça, là. OK. Ben, aviez-vous une question par rapport à ça? C'est bien... Non, mais ça veut dire, OK, je pensais que vous l'aviez saisi la question, quand est-ce que la Ville va créer, OK, des fonds pour des gens qui ont des problèmes avec le comportement de la Ville? Si vous êtes capable d'aider pour ceux qui ont faim, ceux qui ont du trouble aussi avec vous autres, OK? Ben, je pense pas qu'on aide du monde qui ont du trouble avec nous autres. Cachez jamais là, pour dire, ben moi, je suis en faveur de ci, je suis en faveur de ça, là. Il y a toujours deux côtés de médaille, là. Oui, mais tu sais, quand on aide des organismes... Ça veut dire, c'est rien qu'une question de volonté, là. On n'aide pas des particuliers, on aide des organismes. Bon, OK. Vous voulez jouer ces mots? OK. Non, mais on peut pas donner de l'argent à des particuliers, là. C'est illégal de faire ça. Non. Moi, j'ai dit, là, de créer un organisme. Un organisme qui va contester des règlements municipaux. Ouais. OK. Ouais. Elle n'est pas pire, hein? Oui, elle est bonne. Ouais. Même le gouvernement du Québec ne le fait pas, ni le fédéral. Ouais. Mais par contre, les municipalités ont le droit de le faire. OK. S'ils veulent. S'ils veulent. Moi, je voudrais juste que vous me confirmiez une chose. Au niveau de la SEMER, vous avez parlé de la SEMER, OK, que, bon, on était rendu à 20 piastres pour... Oui, 29, là, je pense, hein, c'est ça. 29. Et là, c'est 20. On était supposé augmenter à 20. Oui. Et on était à 15, on était augmenté à 20. Oui. Et là, moi, c'est moi qui ai mal compris ou mal saisi. C'est parce que là, bon, le 20 piastres, c'était pour faire la collecte. C'est même moi, non. Le 20 piastres servait, là, à... Oui, ça comprend pour amener, traiter les matières. C'était-tu pour traiter des matières où les chars n'ont pas les chars? Non, le transport, il est à part, genre... C'est mêlant, là? Oui, non, c'est pour traiter les matières. Le 29 que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on charge par unité d'évaluation pour le traitement du bac brun. Ça veut dire à part du 20 piastres qu'on paye? Non. Le traitement du bac brun, c'est le 20 piastres qu'on paye par habitant. La SEMER nous facture 20 piastres par habitant. Mettons 400 000, on est 20 000, on fait un chiffron, là. 400, mais on est... Cet argent-là, ça me coûte, je le répartis à l'ensemble des citoyens. Moi, je ne peux pas y aller, je ne peux pas facturer par habitant, mais je ne sais pas le nombre d'habitants qui vivent dans chacune des maisons qu'il y a. Mais vous savez le nombre de population qu'on est à Rivière-du-Loup? Oui, mais je ne peux pas envoyer un compte à... Quelqu'un qui reste en appartement, mettons.
Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on le répartit par unité. Quand on a vu le 170 pour le traitement des matières résiduelles, c'est par unité d'évaluation. On a eu une question à savoir c'était quoi le montant qui était compris dans le 170 qui sert pour le traitement des matières organiques. Et on a répondu que c'était 29 sur le 170 qui sert à payer la facture de sommaire. Le reste sert à payer la collecte, les 3 autres bacs, les 3 bacs, et il sert à payer le traitement du bac bleu et le traitement du bac noir. OK. Tantôt, vous parliez, OK, au niveau de la taxe d'eau puis d'égout. On parle d'égout, là, on parle pas de fosse septique. Là. OK. Après avoir vérifié sur les comptes de taxes à Rivière-du-Loup, pour une résidence là, unifamiliale, ça coûtait 116 piastres. OK, pour 2022. Non, il me semble que c'était moins que ça. Ouais. En tout cas, écoutez, j'ai pas vérifié une résidence, là. Ça coûtait des égouts 220. Oui, c'est ça. C'est sur le compte de taxes. 112 en 2022. Les matières résiduelles, 162. Parce que ça coûtait sur le compte de taxes. Si on prend mon compte de taxes à moi, c'est ça que je payais en 2022. On parle de 212? Pour l'aqueduc, oui. Oui. OK. Dites-moi une chose. Au niveau de la santé et du bien-être, la ligne est assez mince, là. Pouvez-vous me dire exactement c'est quoi? La contribution qu'on fait à l'ORH qui finance 10 du déficit d'exploitation et qui finance également 10 pour le programme de supplément au loyer. OK, vous voulez dire les HLM? Oui. Mais il me semble que ce n'est pas beaucoup. 0,5. Le montant est pas... 282 000. Là. Pour le tapon de HLM? Le déficit d'exploitation, là. La page 11. Ici. Oui. Oui, 10 du déficit. Oui, c'est ça. Il y a un déficit annuel d'à peu près un petit peu plus qu'1 million. Puis on en paye un 100 000, mais après ça, on paye du programme supplément au loyer, là, qui fait 280 000 à peu près. Là. Ce qu'on aimerait dans la vraie vie, c'est qu'il y ait d'autres projets qui feraient qu'on contribuait également, comme il y a le projet du monastère des Sœurs Clarisses, puis il y a le projet également du presbytère à Saint-François. Oui, l'autre nid. Qui ferait que ça augmenterait cette ligne de dépenses-là, puis ça permettrait de donner des logements à des personnes démunies ou vivant des difficultés. D'ailleurs, on l'a passé en résolution la semaine dernière pour le programme supplément loyer sur 20 logements sur 25 à Monastère Sainte-Claire. Mais tant qu'il n'est pas construit, on ne lui donne pas de sous de suite. Mais s'il loge 2023 puis qu'en 2024, il rouvre, bien là, on va commencer à les payer. Mais y a-t-il une négociation qui s'est faite au niveau d'Athéna en disant, mais écoutez, le monastère est logé là, sur le bout du terrain, mais le bout d'en haut, là, vous n'avez pas eu envie de vous porter acquéreur pour loger des HLM? Ouais, on a regardé, honnêtement, M. Plante, on a regardé avec l'Office. Après ça, bien, Athéna, écoute, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais... Vous comprenez l'idée? Oui, mais ils ont... Parce que là, si vous donnez un congé de taxe de 30, 35 ans... 35 ans. Il me semble qu'il pourrait peut-être faire un petit bout, là. Oui, puis le petit bout qu'ils sont prêts à faire, il y a peut-être d'autres choses, mais regarde, je ne veux pas annoncer mais il y a un projet. Vous admettez avec moi, ce serait une belle place pour des... Oui, tout à fait. On pourrait rentabiliser le pied carré de ce terrain-là. Ben, en tout cas... il y aurait de la place pour un autre. C'est pas un terrain qui pleut dans ce bout-là, là. Tout à fait. Proche d'une école, tout ça, là. Oui. Oui. Je vous remercie infiniment. Merci, M. Plante. Oui, bonsoir tout le monde. Daniel Lavasseur. Bonsoir. Monsieur Moreau, merci pour la réponse de la SEMER à 29 $ sur le compte de taxes. Merci.
OK. Question sur les frais de financement. On a émis des obligations au mois de fin de novembre, me semble, début de décembre. On a pour plusieurs emprunts qu'on a émis des obligations. Ça veut-tu dire que nos obligations coûtent plus cher que d'avoir emprunté en intérêt? Bonne question. Oui, effectivement, on oublie, mais on va être obligé d'en faire un autre processus aussi, là, parce qu'on c'est vrai qu'on a émis des obligations pour des règlements d'emprunt là, dernièrement. Oui. Les taux d'intérêt devaient être déjà calculés là-dessus. Oui. Mais pour la question, monsieur, je ne comprends pas votre question. Les obligations coûtent plus cher que les intérêts. Bonne question, monsieur. En fait, quand on emprunte sur le marché, c'est le MAMACH qui fait ça pour nous. Oui. Ils vont sur le marché, puis là, on reçoit ils reçoivent en fait des gens, des institutions financières qui disent, bien, moi, je suis prêt à émettre des obligations au nom de la ville à 4,8 d'intérêt. L'autre, il dit, moi, je suis capable de les mettre à 4,7 d'intérêt, puis on prend le plus bas. Le plus bas, à l'émission de novembre ou début décembre, je ne me rappelle pas exactement, fin novembre, on parlait d'un taux de 4,6 d'intérêt sur les obligations. Est-ce que c'est le taux qui était le moins cher sur le marché au moment où on est allé en appel d'offres? Sur le marché des obligations? Oui. Oui. OK. Puis le taux d'intérêt à ce moment-là, un emprunt normal? Bien, c'est le gouvernement qui va en appel d'offres pour nous. Fait qu'on prend le plus bas, c'est pas un choix, là, c'est eux qui y vont pour nous. Même si je voulais aller à la Caisse populaire demain matin et dire que tu es quand même prêté à 4,5 au lieu de 4,6, je ne pourrais pas le faire. OK. C'est beau. J'ai pris une note concernant des frais des biens et services. On parlait qu'il y avait la redevance pour l'enfouissement au gouvernement, 30 $ la tonne. Pour cette année, l'année prochaine, 32 $ la tonne. Ça, c'est une redevance au gouvernement. Oui. À la page... c'est dépenses par objet. Oui. OK. Ça se retrouve à la ligne de contribution des organismes, cette dépense. En plus, OK. Non, pas en plus. Elle là-dedans, dans un autre, ailleurs dans le budget. Y a-t-il moyen d'avoir cette ligne-là séparée des frais, biens et services ou séparée de cette ligne-là, contribution des organismes? Je vois mal le gouvernement comme un organisme. Oui, bien, écoutez, c'est comme ça qu'il faut la classer selon la charte comptable que le MAMACH nous impose. Je peux vous donner le montant, par exemple, si vous le voulez ce soir. Là. Ça serait bien. C'est pas compliqué, en fait. Là. C'est un calcul pas trop compliqué. C'est 30 $ fois 50 000 tonnes. Non, c'est ce que m'avait dit tantôt, c'est ce que j'ai pris en note, ça ne me donne pas le total. Puis d'une façon ou d'autre, je trouve que ça ne paraît pas bien au niveau des contributions des organismes, si on parle des organismes communautaires, ou encore ici, biens et services. Moi, le gouvernement, pour moi, là, c'est pas un organisme communautaire. Hein? Peut-être qu'il y aurait des choses à faire ou de vérifier avec une maman, là, ou comment faire pour l'apparaître individuellement. Là. C'est beau des gros chiffres, là, mais c'est pas intéressant. Je pense que c'est pas juste pour les organismes communautaires. Bien, c'est sûr qu'on pourrait toujours regarder s'il n'est pas présenté comme ça, bien, de la manière de vous le donner, mais c'est vrai qu'effectivement... Dans les états financiers de fin d'année, ça, ils vont être dedans. Il y a comme 3 lignes qui distinguent pour la contribution aux organismes. Ça veut dire, si je vais avoir les états financiers de 2021, je vais voir ces chiffres-là. OK, je vais aller vérifier. Oui. À la page sommaire des tarifications, sommaire 18, page 18. À Caduc, je vois qu'on a une augmentation de 10,85 comparé à l'année passée. L'année passée, ça c'était le taux, ça. Mais la dépense doit être à peu près pareille. On a une augmentation du taux d'Acaduc et la Ville de Rivière-du-Loup a pris possession des lieux de l'Acaduc au lieu d'être à contrat. Oui. Donc, ça veut dire que parce que la Ville a pris la possession des aqueducs, des frais pour l'aqueduc, donc ça nous coûte plus cher que ça avait été un contracteur ou un indépendant. Bien, quand on avait regardé, on l'avait présenté, oui, c'est à peu près 100 000 $ par année de plus, là, si je vois de mémoire, comparé son resto privé, mais on a dit que le coût en valait la chandelle parce qu'on voulait ramener de l'expertise à la Ville, mais... Puis
puis à moins que je me trompe, puis M. Bourreau pourra me compléter, là, mais dans le fond, là, tu sais, quand on fait des travaux présentement d'aqueduc, ça coûte plus cher. Fait que nous, là, ces sommes-là sont attribuées justement à aqueduc, égouts. Le traitement des égouts est plus cher. On a fait nos étangs aérés. Il y a le... C'est quoi comment ça s'appelle, là, l'appareil qui est là, l'Actiflow. Bien, l'Actiflow, il faut le gérer aussi, fait qu'il est là-dedans. Fait que dans le fond, c'est les coûts de service qu'on a à assumer. Puis on dit à la fin de l'année, ça a coûté tant. Puis on sépare la tarte avec tout le monde, puis voici ce que ça représente comme augmentation. Puis si jamais, advenant une année qu'on aurait trop chargé, mettons dans l'aqueduc, bien l'année d'après, on va le charger en moins, juste pour se balancer, puis tout le temps avoir un fonds de réserve pour, justement, quand il y a des réparations à faire, puis de l'entretien, on sert de ces enveloppes-là pour le faire. Il y a aussi les produits chimiques qui ont augmenté beaucoup dans l'année 2022. Là. Okay. L'entretien et réparation. Pour les produits chimiques, on achète ça en groupe, ça nous coûte encore plus cher. On a-tu vérifié combien ça nous coûterait si c'était moi? On les achèterait tout seul? Bien, c'est sûr que ça coûterait plus cher si on les achetait tout seul, parce qu'on fait partie du regroupement de l'UMQ, puis on l'achète à la grandeur. Alors, on profite d'un prix plus avantageux. Plus que le groupement est important, meilleurs sont les prix. Là. Autre petite question que je voyais, vous allez enlever 1 million sur le pavage. Ça, c'était de l'entretien. C'est même pas du refaire des rues au complet. Bien, c'était entre autres, mettons, comme quand on a fait Alfred Fortin cette année, bien, cet argent-là partait de ce budget-là. Alfred Fortin, le pavage de la rue Alfred Fortin, mais on voit dans quel état sont les autres chemins, c'est la rue dans la ville de Rivière-du-Loup, là. Oui, bien oui. Je regarde ici juste Fraser, non pas Fraser, je vais regarder la Fontaine-Frontenac. Oui, l'intersection. Hein? L'intersection, La Fontaine-Frontenac, aller jusqu'à Saint-André. Regardez, il y aurait peut-être eu du pavage à faire là, du remplissage, on va dire. Là, vous en l'avez enlevé pour les 2 prochaines années du remplissage. Fait qu'on... Bien, du remplissage, quand on parle, bien, mettons, les nids de poules sont augmentés, le budget de nids de poules, là, ça, on va le faire. Tu sais, quand on est rentré, là, bien, il reste Steve et moi, là, en 2013, là, c'était 300 000 par année qu'il y avait dans l'asphaltage comme ça. On l'a monté graduellement. Oui, mais on l'a augmenté graduellement. Puis là, on s'est dit, tu sais, on a regardé des possibilités. Est-ce qu'on, vous allez me trouver plate, là, mais est-ce qu'on ferme des patinoires extérieures? Ça, on a regardé ça. Est-ce que le stade de la Cité des Jeunes puis le centre Premier Tech, est-ce qu'on les rouvre plus tard à l'automne? Parce qu'on rouvre en juillet, fin juillet, bon, on reporte d'un mois, puis on avait tout à regarder. Puis là, on s'est dit, bien, le plus rapide, puis de toute façon, nos équipes, souvent de fois à l'interne, ils ont de la misère à fournir à la demande, parce que quand ils font des travaux comme ça, il y en a que, oui, on fait juste remettre une couche de pavage, mais généralement, des fois, là, c'est là qu'on va, s'il y a des, mettons, justement, des voies cyclables à mettre, c'est tout ça qu'on regarde. Là, ce que je vous dis, c'est que pour les 2 prochaines années, on va réparer des rues pareilles. On a quand même un budget d'1,2 million. On va faire nos nids de poules, mais on ne tombera pas dans des grandes conversions de convertir, mettons, la rue. Comme on a fait Alfred Fortin, on l'a rapetissé, on a mis une voie cyclable, mais ça, là, des rues comme ça, on n'en fera pas. Là, on va faire attention. Monsieur le maire, vous venez de me dire, le pavage, c'est la rue Alfred Fortin, rentrant dans le 2,2 millions l'année passée. Oui, il a quasiment mangé l'enveloppe à lui tout seul. Quasiment comment... Puis le pavage de la rue Saint-Azéar, on l'a mis où? Il est allé dans les travaux d'infrastructure. Ah, c'est pas la même chose. Non. OK, non, on fait les trottoirs, l'autre, on fait des infrastructures. Oui, c'est sûr. OK. Ouais, quand on fait nos travaux d'infrastructure, c'est bien évident. Dans les 2 prochaines années, on ne m'attendrait pas à avoir des rues plus belles. Il va y avoir plus de nids de poules, plus de... Ben, les nids de poules, on va les réparer, puis les rues... Il y en a déjà sur Amiotte, de Frontenac à La Fontaine. Amiotte, il y a encore des nids de poules. Ils ont réparé un petit peu au centre, la démarcation qui est au centre, ils l'ont réparé, mais ils n'ont pas réparé le reste de la rue, puis ça va être à faire. On diminue encore le budget là-dessus. J'ai remarqué que, là, voyez-vous, notre problème, quand on a à même la réunion, on est obligé de chercher. Non, mais c'est pas grave, M. Levasseur, là. Je vous chronomètre pas, là, puis, tu sais, quand on reviendra en janvier, si vous avez d'autres questions, puis entre-temps, un courriel, n'importe quoi, là, on va vous répondre. Là. Non, je vais passer à autre chose, parce que... Okay.
Donc, ça va aller là-dessus. C'est juste que dans le plan triennal, Oui. achat et mise à niveau du manoir Fraser. En 2023, vous mettez 409 777. Est-ce que ça inclut le 354 000 d'achat ou bien c'est en plus? Non, l'achat, c'était à part. Ça, écoutez, si je ne me trompe pas, il y a un programme de subvention aussi avec ça. Ça se peut-tu, M. Lagacé? Oui. Effectivement, le détail du montant de la subvention versus les travaux qui sont faits, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est la réfection du système de chauffage, système de climatisation, puis il y a une subvention de patrimoine canadien qui vient compenser une partie des travaux. Le détail m'échappe, là, Jacques, là, de ton côté, ou... Mais on pourrait vous revenir avec ça, M. Levasseur. OK. Parce qu'on veut aussi peut-être qu'il soit utilisé 12 mois par année, peut-être pas tout le temps nécessairement pour aller visiter, mais par contre, il y a peut-être des bureaux qui pourraient servir à l'étage ou autre là, pour des organismes. Parce que, voyons, je l'avais tantôt, en 2022, bon, juste pour un peu, loisirs et culture, c'est ça ici. Manoir Fraser, en 2022, on avait prévu 26 000, je ne sais pas, c'était peut-être payer le notaire, 209 000 en 2023, mais là, on a dépensé 354 000 pour l'achat de la bâtisse. Je ne sais pas si le 209 000, c'était pour la réflexion. Parce que là, on est rendu à 409 000. Oui, là, vous m'en posez une bonne. Là. Je sais qu'on l'a acheté en 2000... Bien, on l'a acheté cette année ou l'année passée? En 2022. Oui, c'est cette année. Il y a eu un emprunt de 354 000. La mémoire est bonne, c'était 328 000 l'achat du manoir. Ouais. En 2022. On va enlever 26 000. En 2022. Parce que le temps passe assez vite. Je me souviens pas, c'est quand ça a été signé. 2022, on a le manoir Fraser 328 000. Puis là, il y a la réfection qui vient avec. Là. Je pense qu'il y a eu un carnet de santé dessus. Puis, OK. Dans le plan triennal, toujours, titre des projets réfection de la rue Saint-Ézéard de Saint-Magloire, ça veut dire à partir de la rivière, à la rue La Fontaine. Cette année, on n'en met rien. L'année prochaine, on met 367 000 et dans 2 ans, on met 2 791 000. Et ça va coûter aussi cher que le reste de la rue Saint-Ézéard. Ouais, mais comme je vous dis, là, regardez, 2023, 2024 et des suivantes, on va retravailler là-dedans. Je sais qu'il y a une intervention à faire là, pour le tronçon qui va rester parce qu'il faut mettre un bassin de captation là, qui va tomber probablement dans le carré du B. Là, ça va s'installer dans ce secteur-là. Mais les coûts, vous dites ça, là, 2 millions, en tout cas, je serais surpris que ça coûte autant que ça, mais je ne le sais pas, M. Levasseur, honnêtement. Là, ça veut dire que les deux ensemble, là, pour ce tronçon-là, ça coûterait très cher. Mais je sais qu'il y a un bassin qu'il faut mettre un bassin de captation. Là. Ça, c'est clair, là, mais je ne peux pas vous répondre maintenant là, au niveau des coûts exactement, qu'est-ce que ça va représenter. Là. Mais si c'est écrit là, c'est sûr qu'il y a une évaluation de fait. Mais comme je vous dis, 2024-2025, il va falloir les travailler. Là. OK. On s'est concentré plus sur le 2023 là, dans notre PTI là, pour cette année. Là. Ah, oui. Je voyais une dépense, attendez-moi un petit peu. OK. Dans le plan triennal encore, travaux publics, construction, caserne 14. Ça, c'est la caserne, c'est la rue Témiscouata? Oui. Il nous reste, on va investir 3 647 000 en 2023. Ce qui veut dire qu'on est à 9 millions à Anouche-Castor, où on est à... Combien qu'on a dépensé à cette heure, c'est à Anouche-Castor pour la caserne? Bien, les factures vont rentrer. Quand on va regarder les chiffres de 2022, mais de la manière que le programme triennal est monté, c'est qu'on estime à peu près à combien on va être rendu à la fin 2022, qu'on met la différence pour arriver à 2023. Je vous dirais qu'à date, il n'y a pas de dépassement de coût par rapport au règlement d'emprunt qui avait été fait là-dessus. Il n'y a pas de dépassement là, de coût à ce niveau-là. C'est vraiment pour faire la démarcation entre ce qui va rentrer en 2022 et ce qui va rentrer en 2023. OK. Ça, je sais que si vous le mettez là... Ensemble, ça ne s'additionne pas. Là, non, ce que vous mettez là, c'est la dépense qui va possiblement se faire en 2023. Exact. OK, parce que ça, c'est un budget, comme vous dites bien. Merci.
le PTI, M. Bastille, renouvellement et modification de la flotte de véhicules STE. Oui. Et un petit peu plus loin, c'est SI. Quelle différence qu'il y a entre les deux? Parce qu'il y a plus d'1 million, les deux ensemble. Il y en a un, c'est service incendie, puis l'autre, STI, c'est service technique et de... STE, service technique et de l'environnement. Ça, c'est les travaux publics. Puis SI, c'est le service incendie. Puis ça peut être l'achat d'un camion ou camion incendie, de changer un des véhicules. Là, écoutez... Là, vous me lâchez ça, là, je ne sais même pas à quelle ligne vous êtes puis à quelle page. Alors, allez à la page 3, M. Bastille, s'il vous plaît. Oui. La deuxième, en bas de la caserne 14, là, oui. La caserne 14, puis un petit peu plus bas, là, vous avez... Oui, 553, c'est STE, Service technique et de l'environnement. Il y a plusieurs véhicules là-dedans. Oui, c'est ça, il n'y a pas juste un. Et là, c'est vraiment le renouvellement de la flotte. Là, on a un tableau, nous, qui dit, faut changer ces véhicules-là à chaque année, puis on suit le tableau. Mais les 6 camionnettes qu'on avait achetées il n'y a pas longtemps, là, il y a passé un règlement là-dessus pour l'achat de 6 camionnettes. Ça faisait partie de quel département, ça? STE. Pardon? STE. STE? Puis, il a besoin encore de... Ah oui, bien, il y a plusieurs véhicules. Fait qu'à chaque année, il y a des renouvellements. Puis, de la manière qu'on le fait, nous, à l'interne, c'est qu'on est capable, nous, d'évaluer, pas d'évaluer, mais de savoir le coût d'entretien et réparation pour chacun des camions, chacun des matériels roulants. Puis quand il y a plus d'entretien et réparation que de la valeur du véhicule, bien là, on le change pour éviter de payer des frais pour rien. D'accord. Maintenant, je vois en dernier, là, je vois ici... le parc canin, vous aviez parlé de 80 000 l'année passée. Là, on est rendu à 161 000 pièces. C'est quoi que vous allez mettre là, M. Bastille? Allez-vous mettre de la pierre, du terrazzo, de l'asphalte ou... Bien, c'est tout le temps des estimés. Écoutez, c'est sûr que le projet qu'on a présenté aux citoyens, il va ressembler à ça. Là. Je veux dire, on a eu le bâtiment. Le bâtiment est à nous. Coeco nous l'ont cédé. Là, ils sont rendus à Percival-Montsarrat. Fait que le bâtiment qui est là va rester à nous. L'aménagement de ça, bien, c'est sûr qu'on est mieux d'en prévoir un peu plus que de dire on n'a pas assez mis puis il faut recommencer les devoirs. Mais, tu sais, moi, écoutez, j'ai pas le détail fin là, de ça comprend quoi exactement, là, mais c'est sûr qu'il va y avoir de la clôture, il va y avoir de l'aménagement qui va être fait sur le terrain. Là. Ça, c'est clair. Là. C'est 100 des prévisions que vous avez faites au début. Bien, écoutez, là, vous me posez une colle. Là. C'est 80 000 puis on est rendu à 160 000 maintenant. C'est ça que vous aviez parlé au commencement, 80 000 qui étaient dans les prévisions dans le passé, puis là, on est rendu à 161 000. Un parc à chiens. Écoutez, moi, selon les chiffres que j'en ai, au 31 décembre 2022, on devrait approcher le 40 000 d'investissement. Pour ce qui est du montant total qui avait été publié ou annoncé, il faudrait que je cherche un peu dans un autre document, là. Mais à date, il y a 40 000 de dépensés. C'est pas un gros montant, là, puis on fait pas grand-chose aujourd'hui avec 40 000 là. Puis c'est ce qu'il y a de dépensé pour l'année 2022 dans l'aménagement du parc canin. Si vous me laissez quelques minutes, là, je vais aller vous chercher l'autre chiffre qui a été publié. Je fais ça comme ça. Puis le parc canin, quand on l'avait annoncé, il était à 82 000, effectivement. Là, il va falloir comprendre pourquoi ça a bougé comme ça. C'est 100 d'augmentation. Presque. Puis vous parlez de couper les dépenses ou bien de budget selon les moyens des personnes. Oui, mais on va regarder, M. On va regarder. Il y a certainement une raison pour laquelle c'est rendu. 82 à 160, là, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. Je veux dire, je ne peux pas vous dire c'est quoi exactement. Là. Même à la direction générale, on va regarder puis on va vous venir avec une réponse. C'est sûr qu'on ne mettra pas 200 000 là-dessus, là, mais... J'espère, parce que... Au début, c'est ça. On parlait de faire de l'aménagement sur le terrain puis mettre une clôture, de faire un sas pour les chiens rentrent, puis après ça, pour un côté pour les plus petits chiens puis un parc d'un côté pour des plus gros chiens. Mais c'était prévu comme ça. On se réveillait avec une évaluation, un compte de taxes plus élevé que le 129 là. Puis, quand on regarde ça... Oui, mais dans le PTI, ben, il est calculé dedans. Là. Il est calculé dedans. Là. Je veux dire, dans le compte de taxes 2023, là, les investissements qu'on veut faire, ils sont dedans. Là. Il met 161 000 sur un parc à chiens quand il y a du monde en ville qui fréquente les places pour avoir de la nourriture. Il y a eu 7 000 demandes dans un mois selon Chose Kamouraska qui est fournie. C'est du monde qui a de la difficulté. Là. Beaucoup de difficultés. Puis quand on voit ça de même, là,
j'appelle ça ridicule complètement de faire un parc à chiens à 161 000 quand il y a du monde qui en a misère à payer, puis les hypothèques vont monter tout à l'heure avec le taux d'intérêt. Il y a une logique aussi dedans. Là. On va regarder ça, M. Bugeaud. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais une question par rapport au PTI. Oui. Au niveau de l'ingénierie, vous prévoyez la réfection de la rue Saint-Louis, de la rue de la Chute à la rue de la Fontaine. Donc, ça ne me surprend pas parce qu'elle est déjà maganée, puis avec les travaux, ça va être pire encore. Mais j'aimerais savoir en quoi consiste la réfection. Est-ce que c'est juste du pavage ou bien s'il va y avoir Vous êtes d'infrastructures? Vous êtes à quelle page, madame? Moi, je suis à la page 2 du PTI. OK. Dans ingénierie, oui. La 6e avant-dernière ligne, la réfection de la rue Saint-Louis, 242 400 quelque chose. Ça, réflexion, ça, généralement, ce montant-là, généralement, c'est des travaux d'études, d'ingénierie, puis de... C'est ça, c'est une étude préliminaire à des travaux futurs. C'est tout ça, M. Lagacé? À 262 000, c'est sûr que c'est ça. Là. OK, c'est juste des travaux d'ingénierie. Oui. OK. Oui. Ça veut pas dire qu'elle va être refaite. Bien, éventuellement, comme il y a plusieurs rues, là, des fois, on fait 2-3 ans d'avance pour savoir c'est quoi l'ampleur des travaux, pour après ça monter nos subventions pour déposer au ministère pour avoir des subventions. Là. Mais parce qu'il faut que les plans de vie soient tous prêts avant de se rendre là. Fait que des fois, on les fait 2 puis 3 ans d'avance. On se prépare, si on veut, à des travaux. Okay. Ça veut dire que par la suite, cette rue-là est visée parmi toutes les autres qui sont là pour une réfection éventuelle? Oui, mais ça peut prendre encore 4-5 ans, j'ai aucune idée, là, parce que, comme je vous disais tantôt, à un moment donné, même il y a des rues en 2024, je pense qu'il en reste encore comme 3 à faire. Là. Je vois Saint-André, Frontenac, Saint-André, il y a, mettons, quasiment un 5 millions là, mais en même temps, on a la rue des Vétérans pour un autre quasiment 4 millions. On a la rue du Rocher, la Fontaine, du Domaine pour 3 millions. C'est sûr qu'en 2024, on ne fera pas tout ça. Là. Monsieur, une sur 3. Le maire, je vais corriger, j'ai donné une mauvaise information. L'analyse de circulation, elle est prévue en 2023. Non, ça, l'étude, c'est correct. Si on parle de travaux d'infrastructure. Bon, les travaux d'infrastructure à 230 quelques mille, c'est strictement du pavage. Là. On fait pas des infrastructures de rue à ce montant-là. Là. Non, mais 262 000, là. Ouais, parce que me semble qu'on avait vu qu'éventuellement, il faudrait refaire le réseau. Dans le centre-ville, il y a des rues qui vont être à refaire. Là. Puis il me semble que faisait partie de ça, mais à 260 000... Non, on fait pas de réseau à 200... Ah non, je le sais, M. Lagacé. Mais c'est pas les études préliminaires faites par les ingénieurs. Les plans et devis pour la réfection. Oui, là, je vous suis. Oui. Je suis d'accord. C'est pas des plans et devis pour faire du pavage. Non, c'est pour refaire la rue au complet. Pas fond que ça. Tout à fait. Donc, c'est prévu. Oui, c'est prévu, mais c'est prévu. Oui. On le voit pas là, pour 2025, puis il n'est pas là en 2026-27, il n'était pas là non plus. Là. Disons qu'on s'en doutait un peu que ça allait venir. Merci. C'est bon. Question sur le budget. Sinon, on clorerait ça, puis on passerait à l'autre séance, parce qu'il y en a un autre après. Bon, c'est bon. Laissez Maître Desjardins se réinstaller. Merci, M. Moreau. Mais gênez-vous pas, s'il y a des questions par la suite, là, quand on reviendra en janvier. Puis comme je vous dis, le courriel est là aussi, le téléphone est là. Madame Desjardins, on est prêt? Ça va, M. Bastille. Bien, merci beaucoup. OK. Fait que là, c'est la séance extraordinaire qui était prévue à 20h30 et 21h30. Je m'excuse, M. le maire, juste pour les fins de la vidéo, je pense qu'il faudrait que vous feriez la fermeture de la séance, puis on va réouvrir la séance pour qu'ils puissent faire les montages. OK. Bien, levé de l'Assemblée. On n'a pas de proposeur de l'appuyeur général. Non, c'est juste d'annoncer que l'Assemblée est levée. L'Assemblée extraordinaire sur le budget est levée.